Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présentes et présents dans le cadre des rencontres Musées Citoyens. La première table ronde qui va suivre s'intitule IA et participation des publics. Alors l'IA, c'est aujourd'hui un sujet transversal qui touche tous les secteurs, et notamment celui de la culture. Mais généralement, dans la culture, elle intervient souvent sous l'angle de la conservation ou de la gestion des collections. Alors, est-ce qu'on peut dépasser cette approche d'objet à objet, plutôt centrée sur les objets, pour interroger les liens possibles entre l'IA et les publics ? Alors, la réponse est oui, bien sûr, parce que l'IA, c'est un sujet d'ouverture qui est assez vaste et qui a d'ailleurs des liens plus ou moins directs avec les autres thématiques des tables rondes à venir, qu'il s'agisse du volet éducatif, social, ou que cela concerne l'accessibilité géographique. Et c'est pour ça que l'on commence par cette table ronde. Mais pour revenir à notre thème, lorsque l'on parle d'IA et de participation des publics, ça peut sembler un peu contradictoire parce que l'IA, c'est un sujet c'est un outil qui fait les choses à notre place. Donc on demande quelque chose à l'IA travaille, entre guillemets, et nous donne la réponse, et nous recevons l'information. Et donc à première vue, ça donne une image de l'IA active, et de nous plutôt passifs. Et la participation, quant à elle, elle sous-entend une implication active des individus. Alors justement, cette table ronde, elle vise à interroger cette interaction sous le prisme des enjeux politiques et sociaux de l'IA, que ce soit en termes d'usage, de réception, d'interaction ou bien de limites. C'est bon. Et pour traiter ce sujet, nous avons la chance d'accueillir nos 3 intervenants qui représentent finalement réellement la diversité de ce sujet. Ada Ackerman, d'abord, vous êtes chercheuse au CNRS et commissaire associée de l'exposition Le Monde selon l'IA, actuellement présentée au Jeu de Paume. À votre droite, Régis Cotentin, vous êtes commissaire d'exposition au Palais des Beaux-Arts de Lille, concepteur multimédia et actuellement professeur d'écriture via l'IA à l'Université catholique de Lille. Et à votre droite, Marion Carré, vous êtes cofondatrice et présidente d'Askmona, une start-up qui s'appuie sur l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience culturelle et qui a pu d'ailleurs élaborer tout récemment un projet pour les Jardins de Versailles. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir ici aujourd'hui et vous ayez répondu présent à l'invitation du château. Et pour commencer, nous aurions finalement voulu commencer par le commencement, c'est-à-dire revenir sur la définition de l'IA, puisque c'est un sujet très complexe. Je pense qu'il existe déjà de nombreuses définitions. Tout le monde en a à peu près une idée construite. Nous, pour nos recherches, on s'est basé sur la définition du Parlement européen, qui l'a défini comme tout outil utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Alors, de manière évidente, c'est une définition qui peut paraître très figée pour un sujet qui n'est pas réellement et qui en même temps est très large. Alors, simplement, pour vous, dans les faits, qu'est-ce que l'IA et qu'est-ce qui se cache finalement derrière ce terme très actuel en ce moment ? Je peux me lancer. Alors effectivement, l'intelligence artificielle, c'est une sorte de mot-valise, un peu d'éléphant au milieu de la pièce où on est tout le temps bassiné en permanence par l'intelligence artificielle. On allume la radio, on entend parler, on voit un média, on parle d'IA, c'est vraiment partout. Donc on a un peu ce sentiment de tous savoir ce que c'est au fond puisqu'on entend parler en permanence. Mais en fait, quand on s'arrête vraiment sur ce terme d'intelligence artificielle, on se rend compte que ça englobe des réalités très différentes. Souvent, on parle parfois d'IA, on entend aussi parler de machine learning, de deep learning, d'intelligence artificielle générative, d'IA agentique. Et des fois, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec tout ça, en fait ? Quelle est la logique entre tous ces termes ?» Donc, je pense qu'effectivement, si on veut retenir une sorte de dénominateur commun entre tout ça, il y a ce projet qui n'est pas nouveau d'ailleurs, parce qu'on a l'impression que l'IA vient d'émerger, mais en fait ce terme il remonte aux années 50, quand les ordinateurs faisaient peut-être la taille de au moins toute cette scène. On parlait déjà d'intelligence artificielle, on réfléchissait déjà à ces questions, avec une définition qui n'a pas tellement évolué. L'enjeu à l'époque, c'était d'étudier le fonctionnement du cerveau humain en cherchant à le reproduire. On cherche toujours à imiter, on va dire, le comportement humain aujourd'hui avec l'IA, mais effectivement, les techniques ont beaucoup évolué et elles sont foisonnantes. Et donc, je vous laisse la parole pour compléter. Oui, on pourrait dire que c'est un hyper-objet, l'IA, et nous, dans l'exposition et dans tous les textes qui l'accompagnent, on préfère utiliser l'acronyme IA plutôt qu'intelligence artificielle, parce que intelligence artificielle, il y a quelque chose d'un peu essentialisant.
Et surtout, les deux termes qui composent cet acronyme sont à questionner. Intelligence et artificielle. Marion le rappelait, les projets, le champ de l'intelligence artificielle s'est constitué dans la volonté d'élucider l'intelligence humaine. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'encore aujourd'hui, on ne sait pas bien définir l'intelligence humaine. Et pour définir l'intelligence artificielle, l'intelligence de l'intelligence artificielle, on se réfère à cette intelligence humaine qu'on ne sait toujours pas bien expliquer. Donc, il y a un vrai problème parce que les termes qu'on utilise ne sont pas si simples, ne sont pas clairs. Et de même, cet adjectif artificiel, on peut beaucoup le questionner parce que d'une part, quand vous dites intelligence artificielle, vous supposez qu'il y aurait une intelligence authentique à laquelle cette intelligence artificielle s'oppose. Qu'est-ce que serait qu'une intelligence humaine authentique, une intelligence humaine pure? Il faut vraiment se méfier de ces concepts de pureté. Une intelligence humaine qui serait débarrassée de toute technique, ça n'existe pas. Et puis surtout, derrière ce vocable d'artificiel, on sous-entend que l'intelligence artificielle serait autonome, qu'elle serait dénuée de toute agentivité humaine, ce qui est faux. Il y a encore besoin aujourd'hui d'énormément de travail humain pour que les IA fonctionnent, et c'est une partie de l'exposition qui nous a beaucoup intéressés. On a vraiment cherché à démystifier certains aspects de l'IA qui sont souvent, on va dire, obscurcis, notamment dans la rhétorique des grandes compagnies qui développent ces systèmes d'IA. Donc j'ai surtout répondu par la négative. Alors moi, je vais pas ajouter une définition aux deux précédentes parce qu'effectivement, elles sont très éclairantes. Moi, je suis peut-être effectivement le traditionnel de la bande parce que je viens d'un musée. Donc effectivement, quand on en vient à penser musée et à la participation des publics, quand on rencontre à la fois un lieu et des collections, on a affaire effectivement d'abord à des œuvres qui n'ont pas du tout été créées préalablement, alors je ne parle pas d'autres expositions, sans connaissance de l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est vrai qu'un musée n'est pas du tout hors contexte, ce n'est pas du tout une abstraction. Et maintenant, on va au musée comme on va au cinéma, comme on va au théâtre, comme on va à l'opéra. Ça fait partie de tout un lot de pratiques culturelles dont il faut bien savoir qu'effectivement, elle n'est pas du tout exclue. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir comment on peut réfléchir à l'intégration de l'intelligence artificielle au sein même d'un lieu qui n'a jamais été conçu pour ça. Et est-ce que, effectivement, à quoi ça peut donc servir l'intelligence artificielle dans les musées? Alors déjà, on peut partir de choses extrêmement concrètes. Comment se comporte le public dans les musées? Je vous prendrai au fur et à mesure de la discussion des exemples parlants que nous avons conçus au Palais des Beaux-Arts de Lille. Et lors d'une exposition que nous avions réalisée en 2019, Le Rêve des artistes, on avait commandé à Marine Thébault, qui est maîtresse de conférences en muséologie, au laboratoire de recherche aux sociétés et humanités, de voir combien de temps, en définitive, un visiteur prend pour regarder une œuvre, pour la contempler et voir se renseigner en lisant le cartel. Et en définitive, Instagram et Facebook n'ont pas inventé le scroll, vu qu'on scrolle beaucoup dans les musées, sachant que l'expérience avait été faite dans des conditions idéales, c'est-à-dire avec un regroupement de personnes sélectionnées ou qui pouvaient regarder les tableaux et les œuvres de façon sans qu'il y ait 10 personnes devant, et donc dans des conditions parfaites. Et pour autant, la dynamique d'activité de ces publics avait pu me permettre de me poser trois choses. C'est qu'un visiteur, qui donc dans des conditions idéales, pose 9,5 secondes en moyenne le temps sur les œuvres d'art. Et quand il s'en intéresse et lit le cartel, il va jusqu'à 11 secondes, 5. Donc, effectivement, déjà, ceci posé, par rapport justement à la masse de documents, à la masse d'informations que l'on peut fournir, il faut savoir que n'importe quelle personne, même les personnes les plus, attentives aux œuvres d'art d'un musée, va prendre en définitive très peu de temps face à toute l'énergie qui a été déployée par les commissaires d'exposition pour justement
obtenir le prêt d'une œuvre exceptionnelle, le transport, l'accrochage, la scénographie. Et en fin de compte, il s'avère que le public en vient à n'accorder que 10 secondes à ce type. Donc comment, et c'est là où ça devient intéressant pour l'intelligence artificielle, comment effectivement, à l'aide de l'intelligence artificielle, peut-être développer ce temps, ou du moins le rendre beaucoup plus élastique. Élastique parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est vraiment dans une époque où le public, les habitudes culturelles ont beaucoup changé. Et on demande, on sollicite de façon à ce que ça soit beaucoup plus interactif, beaucoup moins descendant. Et à faire en sorte, quelque part, qu'on veut bien évidemment écouter les propos des spécialistes, mais on souhaite aussi faire en sorte que toutes les opinions puissent être partagées, afin que justement on puisse se faire sa propre opinion. Et c'est là où l'intelligence artificielle va pouvoir peut-être nous aider, mais je prendrai quelques exemples justement un peu plus tard, parce que justement, comment concrètement, quand on a bâti toute une exposition avec des œuvres qui pour la plupart n'avaient pas du tout conscience qu'elles pouvaient être complétées par une intelligence artificielle, comment on peut justement l'utiliser à bon escient. Hors cadre. Pardon. Alors, c'est juste, je le dirais, hors cadre, totalement écologique. Hein. Nous sommes d'accord. Vous savez que poser une question à ChatGPT et avoir la réponse, c'est 10 bouteilles d'eau. Hein. Donc, on est hors cadre éco-responsable aujourd'hui. Hein. Merci, monsieur. Justement, pour faire la transition avec ce que vous disiez, si on applique la définition de l'IA à la culture, quels sont les types de dispositifs qui peuvent faire intervenir l'IA? Comment se fait la sélection ou le choix des dispositifs qui vont ou non l'inclure? Marion Carré, vous, si vous voulez commencer. Je me dis qu'on a, en nous écoutant parler, parce que c'est vrai qu'on a dit l'IA, c'est un terme très large, et je me dis qu'on a quand même besoin de reposer quelques éléments de quoi on se parle avant de continuer la conversation. Et en fait, donc, il y a une multitude de disciplines d'intelligence artificielle. Je pense qu'aujourd'hui, on va quand même beaucoup faire référence à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative. Et donc, il y a quelques éléments à avoir en tête pour qu'ensuite on puisse bien aborder ensemble tous les débats, qui sont notamment liés à comment est-ce qu'elle s'est conçue, l'intelligence artificielle générative, comment est-ce que ça fonctionne. Et effectivement, le point commun de ces différentes techniques, qu'elles permettent de générer du texte, des images, du son, des vidéos, pas mal de choses qu'on peut voir aujourd'hui en ligne quand on s'intéresse au sujet, c'est qu'en fait, elles ont pour point commun de nécessiter de rassembler des grands ensembles de données. Donc ce qu'on appelle des jeux de données, donc ça peut être des millions et des millions d'images, de textes, de vidéos. Souvent, c'est des contenus qui ont été récupérés en ligne, donc je pense qu'on évoquera ensuite toutes les questions que ça peut poser, qui permettent d'entraîner ces grands modèles. Donc c'est des modèles qui sont très lourds à entraîner parce qu'ils brassent énormément de données, ils nécessitent des machines très très puissantes, avec une forte puissance de calcul pour pouvoir les entraîner parfois des semaines durant. Et une fois qu'on a entraîné ces modèles, on peut brancher dessus un certain nombre d'applications qui vont permettre de faire tout ce qu'on va décrire ensuite. Et donc c'est intéressant de garder en tête, ne serait-ce que de façon schématique, ces deux couches entre la couche des grands modèles d'intelligence artificielle, que parfois on appelle aussi des modèles de fondation, là aussi il y a plusieurs synonymes, et des applications. Parce qu'en fait, ces grands modèles, ils sont quand même entre les mains d'un nombre d'acteurs assez resserré, avec des enjeux géopolitiques sous-jacents qu'on pourra évoquer plus en détail ensuite. Et après, toutes ces applications qu'on va plugger dessus et qui permettent de faire pas mal de choses qu'on va évoquer par la suite. Donc, c'est intéressant d'avoir en tête les infrastructures pour ensuite pouvoir aller sur les usages. Et peut-être pour compléter ce que disait Marion, je pense que c'est très important d'avoir en tête une autre notion que celle d'intelligence artificielle, c'est celle d'espace latent, et de l'avoir au pluriel, parce que l'espace latent d'une IA, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une matrice qui est obtenue par ce corpus de données dont parlait Marion, qui a été donné pour entraîner l'IA. Et donc, ce sont des données qui sont compressées, qui sont encodés, que ce soit des textes, des images, des sons, qui sont encodés sous forme de vecteurs. Et ce qui est assez complexe à imaginer, c'est que ce sont des vecteurs à des milliers de dimensions. Et c'est au sein donc de cette vaste matrice de vecteurs
qui constituent les espaces latents qu'on va pouvoir créer de nouveaux contenus par des opérations mathématiques complexes et discrètes, où donc on va pouvoir générer des nouveaux textes, des nouvelles images, des nouveaux sons. Et donc si on n'a pas en tête cette entité de l'espace latent, on ne peut pas vraiment comprendre comment fonctionnent les IA, comment elles filtrent notre monde, y compris notre culture, et comment elles peuvent élaborer des nouvelles données, y compris des nouvelles données culturelles. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut espérer garder la maîtrise sur ces espaces latents? Comment est-ce qu'on peut créer de nouveaux espaces latents? En fait, c'est toutes ces stratégies par rapport aux espaces latents qui sont intéressantes aujourd'hui, non seulement pour les artistes, mais aussi pour les institutions culturelles. Alors, peut-être que je vais vous prendre des exemples, parce qu'en définitive, j'aime bien partir de l'humain, dans le sens où très souvent, alors là, je vais parler un peu de mon expérience de commissaire d'exposition et de créateur de contenu numérique par rapport à ces mêmes expositions. C'est que ça fait 30 ans que je suis dans les musées, et très souvent, quand même, on a souvent affaire au même questionnement de la part des publics. C'est quoi un chef-d'œuvre ? Comment reconnaître un chef-d'œuvre ? Pour quelles raisons cette œuvre qui a été qualifiée d'essentielle ou de remarquable, je ne l'apprécie pas ? Qu'est-ce qui me manque ? Très souvent aussi, le public a du mal il y a des personnes qui, évidemment, vont pas être timides et qui vont poser des questions intuitivement, mais d'autres, par contre, qui vont pas oser. Et qui donc, évidemment, ça va peut-être être très utile pour eux et pour elles d'avoir l'intelligence artificielle, parce qu'elles vont pouvoir secrètement poser leurs questions. Mais c'est vrai que très souvent, on a des questions assez simples, et c'est des questions qui existent depuis longtemps, auxquelles on apporte très difficilement aussi des questions. Qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre ? C'est un petit peu comme qu'est-ce que l'être en philosophie. C'est vraiment une question qui restera éternelle. Et pour autant, effectivement, récemment, cette semaine, il y a une personne qui m'a dit « J'ai pas osé poser cette question parce que j'avais peur de dire une bêtise. Mais j'ai pu la poser à l'IA. » Donc, de fait, ça rentrait complètement dans le cadre de notre table ronde. Parce que c'est vrai que très souvent, effectivement, on a affaire à un public qui se sent illégitime quand il pénètre dans un musée. Et donc, je pense que l'IA va permettre peut-être justement à toutes ces personnes qui se sentent un petit peu décalées par rapport à ce monde de pouvoir beaucoup mieux s'y inclure. L'autre chose aussi, c'est que très souvent, on arrive avec son bagage culturel. C'est-à-dire que une personne va être beaucoup plus calée en sciences, par exemple, va adorer tout ce qui est histoire, mais connaître très peu de choses sur l'histoire de l'art, va être absolument calée justement en opéra ou en théâtre ou en cinéma, mais ignore presque tout en histoire de l'art, et donc peine un peu à concevoir en quoi tel ou tel chef-d'œuvre pictural pourrait avoir la même qualité, par exemple, qu'un chef-d'œuvre du cinéma. Et donc, il faut essayer justement de donner toutes les clés de réponse de façon à ce que cette personne puisse s'attribuer en définitive toutes les formes de discours qui ont pu être produites sur ces œuvres, de façon à ce qu'il fasse son même point de vue. Exactement, en définitive, comme quand on va voir un film, on est beaucoup moins intimidé parce que, comme le disait justement François Truffaut, tous les Français ont deux métiers, le leur est critique de cinéma. Et c'est vrai que quand on va voir un film, on a moins cette question d'intimidation, parce qu'on se dit qu'on va voir justement telle grande actrice ou tel grand acteur ou tel grand cinéaste, et donc de fait, on l'aborde de façon beaucoup... Et quand on sort de la salle, généralement, on ose, sans véritablement être troublé, en disant « moi, j'ai pas du tout aimé le dernier Spielberg, franchement, non, moi, je suis pas du tout, je préfère la réalité. » On est très convaincant, et on est très... Alors que dès que l'on rentre dans un musée, et si on ose, par exemple, dire qu'on préférerait, par exemple, tel artiste plutôt que tel autre, on se sent pas légitime pour, en définitive, exprimer ce point de vue. Parce qu'on n'a pas toutes les clés, en définitive, qui nous permettraient, justement, de pouvoir poser sa propre opinion. Peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez, moi, ça m'évoque la pratique du livre d'or. Parce que le livre d'or, il est quand même conçu pour recueillir les impressions en toute discrétion, généralement. Et donc, peut-être, on pourrait imaginer des dispositifs où l'IA pourrait recueillir aussi ces impressions
consigner dans les livres d'or et permettre peut-être même d'améliorer les propositions. Et par rapport à cette question de l'illégitimité que le spectateur ou le visiteur pourrait ressentir, je trouve que l'IA peut apporter quelque chose de très intéressant en matière de valorisation des collections et du rapport à l'archive. Parce que quand on prononce le terme d'archive, cela peut intimider le non-spécialiste. Pour accéder aux archives, il faut tout un protocole, il faut tout un savoir-faire, tout un savoir. Et on assiste aujourd'hui à un nombre assez important d'initiatives de la part d'artistes pour s'emparer de collections d'archives du musée à l'aide de l'IA et à les mettre en scène d'une façon qui soit accessible et intéressante pour le public. Ça peut même être l'occasion d'une première approche, d'une première initiation vis-à-vis de cet univers qui, sinon, un peu comme celui de la bibliothèque, peut apparaître comme hermétique et non ouvert aux non-initiés. Moi, je vais complètement dans le sens de ce que vous dites, avec pas mal d'exemples concrets, justement, de comment faire ça. Sur ce que vous disiez sur le temps que passent les publics devant les œuvres, c'est amusant, mais on travaille avec le Musée national des beaux-arts de Québec, qui a constaté la même chose. Eux, c'était 3 à 5 secondes. Donc, on est vraiment, que ce soit ici ou de l'autre côté de l'Atlantique, c'est les mêmes enjeux. Et donc, il y a aussi cette problématique de sortir d'une sorte de one size fit all, c'est-à-dire que on a tous exactement les mêmes contenus qui nous sont proposés alors qu'on vient avec un parcours différent. Et du coup, nous, ce qu'on a pu déployer avec Askmona, on a eu plusieurs expériences où on a en fait mobilisé l'intelligence artificielle pour permettre aux visiteurs de pouvoir sortir leur téléphone et poser à une intelligence artificielle nourrie avec les contenus du musée, bien sûr, et valider toutes leurs questions. À l'oral ou à l'écrit sur une œuvre. Et donc au Québec, ils se sont aperçus que les visiteurs, au lieu de rester 3 à 5 secondes, restaient 3 à 5 minutes. Donc que ça augmentait le temps d'attention devant les œuvres. Et surtout, grâce aux questions posées, ils ont pu en fait analyser aussi ce qu'on se disait sur mais quelles sont les questions que se posent les publics devant les œuvres. Et là, c'est une source d'information puisqu'on peut apprendre à partir de toutes les questions que se posent les visiteurs. Et c'est quelque chose qu'on va du coup aussi expérimenter prochainement dans les jardins du château de Versailles avec ce type de dispositif, mais pour permettre cette fois-ci une interaction en temps réel. Donc c'est vraiment comme si, voilà, le type de discussion qu'on pourra avoir là, mais on va l'avoir avec une IA qui a aussi été nourrie avec des contenus sur les sculptures, les bosquets, les fontaines et qui va répondre aux visiteurs. Donc ça, c'est ce que nous, on expérimente avec Askmona. Et je voulais donner un autre exemple, je fais un pas de côté, mais qui va dans le sens de ce qui vient d'être dit, sur comment les artistes peuvent s'emparer des archives et poser la question. Moi, ça fait écho à un projet que j'avais mené lors d'une résidence artistique il y a quelques années avec la Librairie nationale d'Écosse, qui m'avait justement confié ces archives. Et à l'époque, j'avais nourri un des ancêtres de ChatGPT, c'était GPT-2, pour générer des fausses archives que j'avais présentées ensuite à des publics en leur demandant qu'est-ce qu'ils voulaient archiver ou détruire. Donc je présentais aléatoirement des vraies et des fausses archives. Et effectivement, en fait, les participants avaient détruit de vraies archives, archivé des fausses. Et donc ça posait déjà cette question du flou entre les vrais et faux contenus, on va dire, synthétiques et réels. Peut-être, j'aimerais bien aussi donner d'autres exemples concrets de la façon dont les artistes ont pu mobiliser les archives à l'aide de l'IA. Alors, pour activer les... Alors, bon, on a un exemple assez connu avec Refika Nadel, mais c'est pas forcément l'artiste que j'aimerais cautionner pour différentes raisons, notamment des raisons écologiques et économiques. Voilà, alors ça c'était un très bel exemple, l'exposition Matière et Mémoire qui avait eu lieu au musée Albert Kahn, où un artiste, Fabien Ducrot, avait entraîné une IA personnalisée. Ça c'est très important aussi pour en revenir à ces questions de définition qu'on posait tout à l'heure. Il y a évidemment tout un ensemble de modèles d'IA et les artistes peuvent tout à fait personnaliser l'IA sur un corpus d'entraînement spécifique. Ils peuvent décider de certains paramètres pour accéder à un résultat donné. Et donc, Fabien Ducrot avait entraîné une IA personnalisée
sur les archives absolument considérables que sont les archives de la planète de Cannes. Vous connaissez peut-être ce projet photographique assez utopique et presque insensé qui consistait en fait à l'aide de la photographie à cartographier l'univers tout entier, le monde tout entier avec ses coutumes, ses cultures, donc une sorte de, si vous voulez, d'internet avant l'heure par la photographie. Et donc c'est un objet assez logique à saisir par l'IA avec toute la dimension, l'aspiration universaliste qu'on peut trouver derrière ces outils-là. Donc il avait entraîné son IA avec cette immense collection de photographies, notamment des autochromes, mais aussi des photographies stéréoscopiques, parce que l'idée c'était vraiment pour Cannes d'explorer les possibilités du médium dans la couleur, dans le relief, y compris aussi dans le son, pour documenter le monde. Et Ducrot a créé de nouvelles archives possibles qui complètent les archives de la planète. Donc c'est une façon d'interroger aussi ce que ce patrimoine passé nous amène aujourd'hui en termes de compréhension du monde. Et il avait aussi demandé à un autre modèle d'IA d'agencer les photographies originales de Cannes de façon à en proposer une lecture, un montage inédit. Donc là aussi, c'était une façon d'actualiser le projet de Cannes en proposant une interprétation du monde à l'heure de l'IA. Et on avait aussi des objets hybrides où on avait une partie d'autochrome originale de Cannes qui était complétée dans une autre partie par une image générée par IA. Et donc, je pense que là, c'est typiquement un exemple d'une façon dont on peut faire vivre ces archives qui sont par ailleurs absolument foisonnantes. On ne peut pas espérer à échelle humaine les maîtriser. Donc là, c'est aussi là que les outils d'IA sont intéressants lorsqu'on a affaire à des corpus proliférants, précisément parce que les IA sont des outils qui permettent de dominer, de maîtriser des ensembles conséquents de données. Je pourrais multiplier les exemples, mais on a sûrement d'autres points à aborder. Je me permets de rebondir sur ce que vous disiez, justement, sur ces différents exemples d'usage de l'IA. Est-ce que, selon vous, à ce titre, l'IA et son usage, en tout cas, serait obligatoire dans les institutions culturelles, ou en tout cas, tend à le devenir ? Alors, il y a, justement, Marion, tu parlais qu'au Québec, c'était encore plus court qu'ici, c'est-à-dire on était à 3 ou 5 secondes. Nous sommes des êtres humains avec nos propres limitations. Et de fait, même si l'intelligence artificielle est capable d'être une prothèse, peut-être intelligente, technique en tout cas, qui nous permet justement de développer nos capacités, pour autant, nous portons en fin de compte, non pas notre charge mentale, mais notre charge qui est celle de notre condition humaine. Et il y a une interrogation toute simple. Comment se fait-il qu'un même individu qui va quand même passer 2 heures devant un film va passer que 5 secondes devant une œuvre d'art? En définitive, déjà, il y a la posture. Là, vous êtes assis, moi aussi. Et donc, quand on est au cinéma, on est assis confortablement. Et nous avons affaire à une œuvre qui se déploie sur une durée, dont la gestion du scénario fait en sorte qu'on a à la fois des temps faibles, des temps forts, un récit, une histoire, quelque chose qui nous amène d'un point A à un point Z ou B, comme vous voulez. Quand on a affaire à une exposition, on a affaire en définitive aussi à une histoire, quelquefois monographique quand on raconte la vie d'un artiste, quelquefois thématique quand on en vient à s'appesantir sur un sujet, mais pour autant, on a affaire à chaque fois à une gestion du comportement qui doit prendre en compte le fait qu'on soit debout et non pas assis. Alors que dans un film, quand face à une pièce de théâtre ou un opéra, nous sommes assis et nous avons affaire à quelque chose dont la cohérence, en fin de compte, semble totalement établie. Ici, nous avons affaire à chaque fois à plusieurs objets. Un lieu, un espace que l'on découvre quand on est le premier visiteur, ensuite une œuvre, un cartel, une scénographie, plusieurs discours, généralement sous forme de chapitres, et qui, en définitive, demande à celui ou à celle qui visite cette exposition d'emmagasiner un nombre d'informations considérable. Une fois, avec une amie, je m'étais un peu amusé parce qu'elle est assez complétiste quand elle va voir les expositions. Elle adore les expositions où il y a absolument tout, de A à Z.
Sauf que dans son comportement pour les autres cultures, elle n'apprécie que de voir une chose et une seule. Donc, je lui ai apporté le coffret de tous les films de Michelangelo Antonioni. Je lui ai dit, ben voilà, ça, c'est une exposition. Pour lui donner, en fin de compte, le même rapport, en fait, semblable, qu'on l'on demande aux visiteurs. Et donc, ce qu'on avait fait au Palais des Beaux-Arts de Lille, je vais vous montrer un exemple très concret. C'est... je sais pas si... Ouais, ça marche. Ah, voilà. C'était en 2021, on était parti d'un récit d'Umberto Eco, à qui on lui avait posé la question, c'est quoi pour vous le musée idéal ? Et en définitive, il aurait pu répondre d'emblée, ah bah c'est le musée de Florence, ou le musée de Rome, ou le musée du Louvre, et ainsi de suite. Non, pas du tout. En fait, il s'est dit, non, moi le musée idéal, ça serait le musée où justement, on me permettrait de savoir absolument tout sur une œuvre avant de la regarder. Et donc, il avait pris l'exemple du printemps de Botticelli, mais il voulait d'abord savoir quel était le contexte politique, géographique, culturel, qui était qui est représenté, quelles sont les histoires à la fois de la grande et de la petite histoire, pour ensuite, en définitive, quand il arriverait devant l'œuvre de Botticelli, il puisse se faire, en définitive, complètement chargé de toutes ces histoires, son propre point de vue. Exactement, en définitive, comme quand vous arrivez à la fin d'un film et que le réalisateur savamment, justement, vous livre pas toutes les solutions et vous laisse sortir de la salle en vous continuant de vous interroger sur le sort de tel ou tel protagoniste du film. Ici, avec l'exposition Expérience Goya, on était parti de 2 œuvres exclusivement du Palais des Beaux-Arts de Lille, Les Jeunes et les Vieilles de Goya. Et donc, on avait procédé exactement de la même façon que pour Umberto Eco, c'est-à-dire qu'on avait rencontré sa vie et ensuite, effectivement, tous les liens thématiques qui pouvaient être en lien avec donc, le sujet des jeunes, donc les maras, les femmes élégantes, mais aussi tout ce qui pouvait être lié au métier. C'est-à-dire, est-ce que c'est une aristocrate ? Est-ce que c'est justement une fille de mauvaise vie ? Ou alors, effectivement, il y avait aussi les lavandières derrière. Pourquoi ces lavandières sont derrière ces femmes ? Elle lit une lettre. Pourquoi lit-elle une lettre ? À cette époque-là, être une femme qui lit, est-ce que c'est une femme qui est déjà issue d'un milieu qui lui permettait de savoir lire ou pas, et ainsi de suite. Toutes ces données, en définitive, intéressaient toutes les personnes qui pouvaient être intéressées par ces éléments. Parce qu'on reçoit dans un musée des médecins, des ingénieurs, des professeurs, des étudiants, des personnes qui vont être botanistes ou qui vont être... Donc, on ne reçoit pas que des spécialistes de l'histoire de l'art. Donc, il faut les intéresser sur tout ce qui peut les toucher. Ensuite, on avait évidemment la section sur Nada, donc effectivement sur la vieillesse, tout le côté effectivement du passage de la vie et de la mort. Et puis, enfin, une fois qu'on avait toutes les clés de lecture sur à la fois le premier tableau et le second, après, je vous passe tous les détails des histoires parce que c'est absolument extraordinaire. Le public avait accès aux œuvres, évidemment chargées de toutes. Et nous, en tant que commissaires, on était 2, moi et puis Donatienne Dujardin, on avait absolument, pareillement, comme l'intelligence artificielle le fait d'ailleurs, on n'avait hiérarchisé aucune information. C'est-à-dire qu'on n'avait pas fait en sorte de privilégier tel ou tel commentaire de tel ou tel spécialiste de Goya par rapport aux autres. On avait fait en sorte de livrer toutes les interprétations, parfois complètement contradictoires. Et même, c'était même assez amusant parce que de fait, vous aviez un spécialiste qui disait une chose et un autre spécialiste qui se targuait de dire l'inverse de façon tout aussi autoritaire. Et donc, de fait, effectivement, comme l'intelligence artificielle, ça permettait alors là, toutes ces expositions, elles avaient été vendues comme une exposition immersive, parce qu'il y avait aussi des dispositifs immersifs. Mais de fait, si on en venait à une application de par l'intelligence artificielle, et en 2021, elle était déjà assez bien fournie, mais pas autant qu'aujourd'hui, on aurait pu, d'une certaine façon, compléter encore la visite avec toutes les informations que moi et Donatienne, nous avions aussi parce que c'est aussi difficile quand on est dans un public. Non seulement on a affaire à des œuvres, on a affaire à des œuvres dont quelquefois qu'on en découvre pour la toute première fois, dont on ne saisit pas toutes les choses. Et puis surtout, on est complètement orienté aussi par les habitudes culturelles.
Je viens de voir l'exposition absolument géniale aux Beaux-Arts de Beaux-Arts BOZAR de Bruxelles. C'est When We See Us, qui a été réalisé par une commissaire sud-africaine sur effectivement des tableaux de tous les artistes africains du continent africain, mais qui propose justement non pas une vision misérabiliste de ce qu'on a de tous les peuples noirs, mais justement une vision extrêmement joyeuse, heureuse, et qui rend compte effectivement d'un ensemble de cultures extraordinaires. Et donc effectivement, quand on est dans toutes ces salles, on voit qu'on a affaire aussi à un autre type de regard, un autre type de point de vue qui diverge complètement aussi du point de vue qu'on peut avoir sur les œuvres. Donc quand on en vient à regarder Goya, imaginez-vous qu'évidemment, moi je le regarde d'une certaine façon, quelqu'un qui est taïwanais ou thaïlandais va le regarder très différemment. Donc de fait, il faut essayer de rendre compte qu'on a affaire quand même à une sorte de globalisation de tous les échanges culturels que l'intelligence artificielle pourrait nous aider justement à rendre compte au sein même d'une exposition pour ne pas justement ne faire état que d'un point de vue. Pour revenir sur la question et prendre un peu de recul dans nos discussions actuelles, donc on a parlé, au départ on était sur les usages de l'IA, donc on a parlé beaucoup d'IA dans la médiation, donc le rapport avec les publics, d'IA dans la création, comment ça peut aider aussi les artistes. Il y a pas mal de choses, je ne sais pas si on en parlera aussi sur l'IA au service des collections, comment est-ce qu'on peut mieux travailler les données des collections, les partager, etc. Il y a aussi plein d'usages de l'IA qu'on appelle souvent un peu de la boring IA, mais sur tout ce qui est les usages internes, donc sur des enjeux, en fait, quand on est dans un musée, on est comme dans beaucoup d'autres organisations, on a des enjeux de faire des dossiers, répondre à des marchés, traiter, faire des candidatures. Donc il y a aussi tous ces usages-là. Donc juste pour montrer qu'en fait, il y a une diversité d'usages. Souvent, on parle des usages les plus flamboyants de médiation, de création. Il y a aussi plein d'usages en fait assez pratico-pratiques où les musées n'ont pas une singularité particulière par rapport aux autres organisations et à l'impact de l'IA sur le travail en règle générale. Mais pour en revenir à la question de l'IA devient-elle obligatoire, je pense que ce serait la même chose que se poser la question de Excel est-il obligatoire ? Dans le sens où c'est un outil et en fait, si on voulait tout faire avec Excel, là comme ça, si on réfléchit 2 secondes, ça nous semblerait absurde de se mettre cette contrainte-là et pas du tout fructueux. Et donc avec l'IA, pour moi, c'est la même chose. C'est à quel moment ça apporte quelque chose ? Qu'est-ce que ça nous apporte ? Il y a vraiment cette question du pourquoi on s'en sert. Même quand on gagne du temps, souvent on a un peu ce grand motto de l'IA pour gagner du temps. Ok, gagner du temps, pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'on va faire du temps gagné ? Donc je pense qu'il faut vraiment penser la réflexion de bout en bout pour se dire est-ce que oui ou non on va mettre de l'intelligence artificielle à tel endroit de l'expérience ou de la pratique du musée. Oui, je souscris complètement, évidemment. Et pour prolonger ce que vous disiez sur l'expérience Goya, ce que je trouve intéressant dans votre propos, c'est finalement de contrer le fait que l'IA, elle participe aussi, notamment avec les IA génératives, à cette mise en service, en circulation d'images à un rythme absolument frénétique. Le défaut d'attention dont on parlait dans les musées, il ne sévit pas que dans les musées, il sévit dans le quotidien. Et la création d'images à l'aide de l'IA postée notamment sur les réseaux sociaux contribue beaucoup à ces déficits d'attention. Et donc, je trouve que c'est intéressant d'une certaine façon d'essayer de retourner l'IA contre elle-même dans des dispositifs comme celui-là, où au lieu, et là je vais un peu à l'encontre de ce qu'on a fait au Jeu de Paume, au lieu de proposer une multitude d'objets à regarder, on se concentrerait sur un seul, et dont la contemplation ne serait pas entièrement moulinée par l'IA, mais aidée et complétée par l'IA. Mais après, ça pose un problème, et je serais intéressée d'avoir votre retour là-dessus, c'est que souvent, le public n'est pas content si on ne lui montre qu'une ou 2 œuvres. Moi, j'ai un souvenir d'une exposition qui n'était pas du tout faite avec l'IA au musée Paul Valéry à Sète, où on ne montrait, c'était il y a une dizaine d'années, qu'un seul tableau du Gréco, et où on donnait un peu, comme vous avez essayé de le faire avec l'expérience Goya, toutes les clés de lecture, de mise en contexte du tableau, et où d'ailleurs on proposait des conditions de contemplation absolument magnifiques. On était assis dans des fauteuils de cinéma, et on pouvait donc rester autant qu'on le souhaitait devant ce chef-d'œuvre du Gréco.
Mais justement, dans le livre d'or, j'avais vu beaucoup de mécontentement parce que les gens avaient payé une entrée à 15 € et ils ne voyaient, entre guillemets, qu'un tableau. Et donc, l'enjeu serait, si on utilisait l'IA pour, disons, voilà, affiner le degré d'attention autour d'une œuvre ou d'un ensemble resserré, comment faire pour que les gens ne se sentent pas floués? Oui, c'est très important. C'était une question justement qu'on s'était posée parce que on a le public a des attentes effectivement très fortes qui sont conditionnées à chaque fois justement par des habitudes culturelles. Et effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une exposition avec une seule œuvre, à moins effectivement que cette œuvre soit absolument monumentale. Mais ceci dit, effectivement, c'était des questions auxquelles on s'était posé avec Bruno Girvaud, Donatienne, et puis toute l'équipe du Palais des Beaux-Arts, c'est combien ? Donc, de fait, quand on en avait... certes, on focalisait sur 2 œuvres, qui étaient celles du Palais des Beaux-Arts de Lille, mais en fait, c'était des questions qui étaient induites par toutes les problématiques contemporaines. Donc, c'est-à-dire, comment être plus proche on parlait tout à l'heure d'inclusivité, comment être plus proche du public, comment inclure effectivement tous ceux et toutes celles qui se sentent un peu illégitimes dans un Palais des Beaux-Arts, et aussi toutes les questions d'éco-responsabilité, c'est-à-dire est-ce que l'on va faire venir telle œuvre des États-Unis ou telle œuvre d'un autre continent sous prétexte qu'effectivement c'est absolument essentiel de la faire venir pour comprendre l'œuvre, alors qu'on va y passer que 3-4 secondes devant. Et pour autant, donc, on s'était posé un tas de contraintes, c'est-à-dire, certes, on ne devait parler que 2 œuvres, mais comme on avait affaire à un peintre, à un graveur, et aussi, et je l'ajoute parce que ça va être une dimension importante, c'est aussi le peintre qui, contrairement à Léonard de Vinci et Van Gogh, qui sont souvent cités pour le cinéma, c'est le peintre qui a inspiré le plus grand nombre de réalisateurs et de films. Et donc, de fait, vous aviez dans l'exposition un choix très orienté, à la fois de tableaux originaux, de gravures originales, d'extraits de films projetés de façon immersive, plus la reconstitution de la Maison du Sourd où j'avais réinstallé toutes les peintures noires, évidemment, sous forme de projection, de façon à ce que, justement, ne soient sélectionnées que les œuvres qui aident à la lecture à la fois du personnage, mais aussi des œuvres que nous allions découvrir à la toute fin. Donc, j'avais grosso modo 60aine d'œuvres, si je me souviens bien. Hein, Juliette, c'est ça. Et, mais justement, je voulais prendre ces exemples-là parce que, certes, ils n'étaient pas du tout aidés en cela par l'intelligence artificielle, mais ils prenaient véritablement en compte toutes les dimensions sociétales du public. Je vais vous prendre aussi cet exemple qui est hors intelligence artificielle, mais qui conduit un peu vers ce type d'esprit, c'est-à-dire que nous avions réalisé juste après l'exposition sur la forêt magique, avec la même scénographie de façon, pareil pour des co-responsabilités, un nombre d'œuvres réduites et ainsi de suite, des thématiques. Mais surtout, ce que l'on avait fait, c'est qu'on avait fait en sorte que, et là, c'est une page du catalogue qui le démontre, non, comme on a affaire à une forêt. Le thème, c'était la forêt, donc les arbres et ainsi de suite, la faune, et la flore et ainsi de suite. Et donc, de fait, on n'était pas forcément les plus à même d'en parler, nous, historiens de l'art. Donc, on a fait appel à tous les écologues et biologistes de la ville de Lille, de façon à ce qu'ils, justement, ils posent un véritable regard sur les tableaux que nous vous présentions, et c'était eux qui traduisaient en fin de compte disons que leur présence, la présence de leur regard était effectivement installée à la fois dans le catalogue et aussi dans l'exposition, accompagnant à chaque fois les cartels. Et donc, de fait, moi j'ai découvert plein de choses, j'étais incapable de reconnaître tel ou tel arbre, à part évidemment les grands classiques, hein. Mais ceci dit, voilà, c'était quelque... Et donc, de fait, c'est vrai que pour en revenir à notre sujet sur l'intelligence artificielle, maintenant qu'elle est effectivement, on se sent de plus en plus à l'aise pour lui poser des questions, de plus en plus avec des réponses quasiment instantanées.
Et puis effectivement, avec tous les usages qui permettent effectivement reconnaissance de l'image et ainsi de suite, d'être devant tel ou tel tableau et se dire, mais ça, en fin de compte, ça m'intéresse, mais ce qui m'intéresse plus, c'est pas tant la technique du peintre, mais c'est de reconnaître pour quelle raison il a mélangé tel ou tel arbre avec tel autre, pour quelle raison, alors que normalement, dans la nature, ça n'existe pas, et d'avoir la réponse. En définitive, une réponse qui va à la fois pouvoir se développer au niveau du discours artistique, parce qu'effectivement, très souvent, jusqu'au 19e siècle, on en venait à mélanger différentes natures ensemble, de façon symbolique. Et puis l'autre aussi, ça va être la gestion effectivement symbolique de l'usage de telle ou telle essence d'arbre, et puis pouvoir les reconnaître. Et donc tout ça fait en sorte qu'effectivement, ça, par exemple, pour une exposition comme La Forêt Magique, ça aurait été très utile d'avoir l'intelligence artificielle pour développer encore plus le discours au-delà de l'histoire de l'art. Et très bien. Justement, pour rebondir sur cette interaction IA publique, je pense qu'on peut citer l'exposition de Khalila Wadimna à La Fontaine au Louvre Abu Dhabi sur les similitudes entre ces fables. En fait, les visiteurs sont invités à un moment donné, à travers une borne interactive, à générer leur propre récit en choisissant un style d'écriture, des personnages et une morale afin d'obtenir une fable personnalisée générée par l'IA. Et donc, pour rebondir sur cet exemple, est-ce qu'à travers l'IA, les publics participent vraiment à l'exposition, ou est-ce qu'on a simplement l'illusion d'avoir le choix? Est-ce qu'il s'agit d'une participation illusoire? Autrement dit, est-ce que l'IA nous laisse plus libres dans nos choix de visite, ou est-ce qu'elle tend plutôt à nous maintenir dans nos préférences? Marion Carré, vous pouvez commencer si vous voulez. J'attaque. En fait, tout ça, c'est des questions de choix de conception, au fond. C'est quelle place on laisse aux visiteurs, comment est-ce qu'on sollicite son attention ou non. Au tout début, en ouverture, vous disiez oui, mais en fait, on est assez passif parce qu'on nous donne des réponses, etc. On peut aussi inverser la perspective en se disant, en fait, on est actif parce que c'est à nous de réfléchir à quelles questions on veut poser et comment est-ce qu'on va solliciter le dispositif pour avoir une réponse. Et en fait, avec les IA, il y a cette espèce de double ambiguïté. Il y a à la fois la possibilité que les IA finissent par nous rendre tous relativement paresseux à force d'avoir un peu des contenus tout cuits, tout prêts, pré-mâchés, comme on les aime, avec assez d'informations, pas assez d'informations, etc. Il y a ce risque-là, et donc que petit à petit, on finisse par dépendre de cette habitude d'avoir de l'information toute prête sans aller la chercher. Mais en fait, on peut aussi se dire que c'est pas une fatalité et qu'on peut penser des usages des IA et des façons de concevoir ces dispositifs qui, au contraire, nous poussent à réfléchir. Et donc, il y a des dispositifs, par exemple, qui expérimentent ce qu'on appelle le questionnement socratique dans les IA, c'est-à-dire, en fait, notamment dans des cas d'usage pour l'éducation. Et c'est des choses aussi qu'on a fait chez Ascmona. Au lieu de donner la réponse, poser des questions à l'élève pour le faire réfléchir au sujet, pour qu'il arrive lui-même à trouver la réponse et à se faire sa propre opinion. Donc c'est vraiment comment est-ce que dans les usages déjà et dans la manière dont on se forme tous à l'intelligence artificielle, on sort un peu souvent, on parle d'adopter. Et je trouve que le terme d'adopter, il est très signifiant parce que ça sous-entend qu'en fait, c'est comme ça, tel quel, c'est à nous de l'adopter comme c'est, et on a peu de marge de manœuvre, et on doit être en fait assez passif dans nos usages de l'intelligence artificielle, alors qu'en fait, non, je pense que apprendre à utiliser l'IA, c'est pas juste l'adopter comme elle est, c'est comprendre quel est son fonctionnement, et c'est faire en sorte d'avoir un usage raisonné et suffisamment critique de l'IA pour garder ce qui me semble important et que j'appelle toujours le premier ou le dernier kilomètre de la pensée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va nourrir l'IA avec sa réflexion, et ensuite, une fois que l'IA nous donne quelque chose, le critiquer, le mettre en perspective, le confronter aussi par rapport à sa propre sensibilité. Donc ça, c'est un aspect important. Et il y a aussi comment est-ce qu'on conçoit les dispositifs d'IA. Et donc, on peut tout à fait penser des dispositifs qui, justement, sont pas là pour tout nous donner d'un coup, qui nous montrent aussi des processus, qui font preuve aussi d'une certaine transparence, parce que souvent, il y a cet aspect où on ne sait pas exactement comment la machine fonctionne, elle nous donne tout de suite une réponse, on la prend, et il y a une étude, je pense à un papier de recherche assez intéressant, qui montre qu'en fait, quand on ne donne pas tout de suite la réponse à une personne, ça la force à réfléchir et elle est d'autant moins encline à reprendre telle quelle la réponse de l'IA. Et que juste, en fait, c'est un truc de conception tout bête, mais en ajoutant un espèce de délai de latence,
et en fait, la personne va commencer à réfléchir à quelle aurait été sa propre réponse à la question. Et du coup, quand l'IA lui donne la réponse, elle va en fait la confronter avec sa propre idée. Versus se dire, ah bon, voilà, j'ai pas pris le temps de réfléchir, hop, je prends tout cuit ce que me donne l'IA et je le recrache tel quel. Et ça, je pense que c'est assez important parce que c'est ça qui va nous éviter d'aller dans une voie de l'homogénéisation, parce qu'on a l'habitude d'être confronté à des contenus générés par des IA qui brassent toujours un peu les mêmes données, qui nous proposent la même chose, et à nous-mêmes reprendre des idées prémâchées par les IA et à abandonner notre propre singularité, originalité. Donc encore une fois, c'est une question de choix. Je me permets de rebondir directement sur ce que vous disiez pour ajouter un peu un enjeu supplémentaire. En fait, dans le cadre de ce travail avec Alice, on s'est rendu du coup à votre exposition Ada Ackerman au Jeu de Paume sur l'IA, et on a vu un dispositif qui nous a un peu attisé notre curiosité. Je ne sais pas, Alice, peut-être que tu peux chercher le visuel pendant que j'explique. Donc, on parle d'une œuvre qui s'appelle Faces of ImageNet de Trevor Paglen. Donc, pour vous expliquer en 2 mots le dispositif, ça prenait la forme d'une caméra devant laquelle le visiteur peut se placer, et une intelligence artificielle venait analyser visuellement votre tenue vestimentaire, votre expression faciale, etc., et venait définir, en quelque sorte, essayer de définir qui vous étiez à travers votre apparence. Et alors, on s'est prêté au jeu. Et c'est vrai que les résultats étaient un petit peu étonnants. Ah. Bon, c'est pas grave, j'espère que c'était assez clair dans ma description. Donc l'IA m'a décrite comme une abbesse et Alice comme une millionnaire, ce qui est bien sûr totalement faux. Alors ça nous a fait sourire, ça fait sourire, mais ça nous a aussi posé la question de se dire, est-ce que finalement les dispositifs de médiation ou autres dans les institutions culturelles qui utilisent l'IA sont là pour justement donner une vraie plus-value en termes de contenu, d'éducation, etc. Ou est-ce qu'ils ne pourraient pas, en un sens, se suffire à eux-mêmes, et est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser comme outils modernes, par exemple, plus ludiques, pour peut-être attirer un autre type de public, peut-être plus jeune, etc. Alors, c'est vrai que pour le cas de cette installation de Trevor Paglen, ça vous fait sourire, mais on a aussi des cas beaucoup plus problématiques, à tel point que justement, en termes de médiation, on s'est beaucoup demandé comment présenter l'œuvre, parce qu'elle peut parfois être extrêmement offensante, notamment pour des personnes de couleur. Mais justement, on a préféré la laisser parler pour elle-même et qu'on puisse constater les biais à l'œuvre. Et je précise que le corpus d'entraînement qui est mobilisé ici dans ImageNet, c'est précisément un corpus qui s'appelle ImageNet et qui a été utilisé pour mettre au point un certain nombre de dispositifs de reconnaissance faciale automatisés, notamment aux États-Unis, donc avec tous les problèmes sociaux, politiques et éthiques que cela peut soulever. Après, alors nous, on a un autre cas d'œuvre interactive dans l'exposition qui permet peut-être de faire un pas de côté. C'est l'œuvre qui clôt le parcours d'un artiste qui s'appelle Christian Marclay, qui est connu pour ses expérimentations autour du montage audiovisuel. Et là, il vous met face à un piano, un clavier. Et lorsqu'on appuie sur les touches du clavier, il y a une bande verticale de contenu posé sur Snapchat qui s'affiche. Et c'est des contenus qui, a priori, n'ont rien à faire ensemble. Ils sont extrêmement hétérogènes. Ce qui les rassemble, c'est une même fréquence sonore qu'un algorithme de détection sonore a repéré en amont. Et donc, c'est une réflexion sur la profusion des images qui sont postées sur les réseaux sociaux, leur manque de signification apparente, et comment est-ce qu'on peut faire pour les réorchestrer. Donc c'est le propos de l'œuvre, c'est une tentative de remettre du signifiant, d'orchestrer ces contenus, mais c'est aussi une réflexion interactive sur le fait que ces contenus qui sont supposés être éphémères, finalement, ne disparaissent jamais, puisque là, ils sont utilisés par l'artiste. Donc je pense qu'on peut avoir tout un ensemble d'œuvres interactives mobilisant l'IA qui permettent aussi de sensibiliser les publics aux dangers, aux limites et aux dérives inhérentes à ces systèmes et à ces technologies. Alors, pour en revenir justement au sujet de la table ronde, la participation des publics,
Évidemment, les artistes s'accaparent déjà et vont continuer à s'accaparer l'intelligence artificielle pour en faire un médium tout à fait original de création. Et il y a déjà des œuvres qui sont vraiment exceptionnelles. Évidemment, ce qui est difficile aussi à distinguer, mais comme beaucoup de choses, c'est encore plus exponentiel ici, c'est-à-dire qu'il faut quand même réussir à regarder parmi des milliards d'images qui peuvent être générées instantanément. Pour la participation des publics, justement, ça c'est intéressant parce que historiquement, les musées ont déjà été confrontés à ce type de problématique. C'est qu'effectivement, quand on réalise une exposition, on s'attend à avoir du public et on veut qu'il y ait du public. Et d'emblée, quand on a affaire à l'intégration, par exemple, d'œuvres contemporaines qui demandent une certaine forme d'interaction, vous avez 2 ou 3 types de public. Celui qui d'emblée va s'accaparer de l'outil en se disant « Ah ouais, c'est génial, je vais pouvoir appuyer dessus, je vais pouvoir jouer avec, ça va être formidable, je vais jouer avec ». D'emblée, ça c'est lui qui se pose la question. Sauf que nous, en tant que commissaire, on s'est dit « Oui, mais pendant que lui, il est en train de jouer avec l'œuvre, que font les autres ? Est-ce qu'il regarde en train de faire ce qu'il fait ?» Donc il va y avoir, d'emblée, ça veut dire que ça exclut les autres, le public, qui sont en train de regarder ce qu'ils font. Et les artistes, qui sont toujours malins, se disent « ça c'est quand même bien l'interaction, mais moi j'ai pas envie de m'adresser simplement qu'à un type de public ». Vous vous rappelez souvent, c'est un vieux mot maintenant, ça fait partie de l'histoire, l'art vidéo. Pendant longtemps, l'art vidéo impliquait effectivement un certain type d'interaction, que ça soit de façon avec des dispositifs simples ou de façon avec des grandes installations. Au fur et à mesure, en fin de compte, des décennies, les choses ont été de plus en plus complexes, jusqu'à des installations où il y avait 50, 30, 100 téléviseurs complètement désossés avec des câbles partout, on ne savait plus de la tête. Et puis, au bout d'un certain temps, en fin de compte, les choses sont revenues un petit peu vers des choses où l'implication du public était beaucoup plus intuitive. Et donc, les œuvres, ne serait-ce que pour Bill Viola ou Thierry Kunzel, ont été vers des choses de beaucoup plus simples. Moi, je ne prends qu'un exemple, mais c'est vraiment très parlant. Thierry Kunzel, qui est un artiste français vidéaste, décédé malheureusement maintenant, mais qui était là dès le début de l'art vidéo, une de ses dernières œuvres qui est absolument mirifique, qui implique le public et tous les publics, justement, c'était The Waves. Image très simple, projection du sac et du ressac de la mer. On s'avance, évidemment, comme on est attiré à chaque fois par une œuvre, et puis là, d'un seul coup, ça ralentit. On se dit, ah mince, c'est à cause de nous, donc on recule. Et puis là, ça accélère. Et donc, on découvre que d'emblée, si on en vient à s'approcher de l'image, le son comme l'image ralentissent, et quand on en vient à s'éloigner, elle revient à normal. Donc, d'emblée, que ce soit une personne ou plusieurs personnes, on en vient à jouer comme un chef d'orchestre avec les images, mais de façon intuitive. Alors pourquoi effectivement la question de l'interaction par main publique est fondamentale ? Parce qu'on est de plus en plus paresseux, comme tu disais, mais surtout on est de plus en plus exigeant. Toutes et tous là, je suis sûr que dès que votre smartphone ne répond pas à votre doigt, vous êtes très énervé. Ça, c'est ce conditionnement qui a été créé par justement le regard haptique, qui conditionne à la fois le toucher et le regard, et on veut que le toucher accompagne automatiquement le regard. Et c'est pareil, effectivement, quand on est dans les musées. Parce qu'effectivement, quand on veut une réponse, on la veut maintenant. Et effectivement, tu parles de temps de latence, mais le temps de latence, on ne l'accepte qu'à partir du moment où on est assuré d'avoir une réponse. Et surtout, alors là, ça rejoint ce que vous dites, c'est qu'on est aussi très exigeant, on veut la réponse qu'on a envie d'entendre. C'est là où, effectivement, c'est beaucoup plus difficile d'amener aussi le visiteur à aller là où il n'a pas envie d'aller. Parce qu'on parle des œuvres problématiques qui vont justement pointer, justement, parce que l'intelligence artificielle, de part aussi, parce que elle est artificielle, mais pas tant que ça quand même, elle est aussi quand même le reflet de discours militants, partisans, voire autoritaires. Nous avons affaire à des intelligences artificielles françaises, américaines, chinoises. Ce n'est pas le même point de vue à chaque fois. De fait, ça décuple aussi des stéréotypes, d'où les problématiques auxquelles tu peux être confronté justement dans tes expositions. Et de fait, nous, en tant que commissaires, et donc en tant qu'être humain, on se doit d'être attentif et vigilant par rapport à ce type de discours pour pouvoir savamment, en fin de compte, tenir tel discours et aller vers un autre type de discours auquel justement le public croit avoir désiré.
C'est la problématique d'Alfred Hitchcock, c'est-à-dire on lui donne un élément d'indice, il pense qu'il a trouvé la solution, il n'est pas sûr, on lui donne, il se dit « Ah ouais, c'est vrai, c'est ça ». Mais en même temps, si je me fais l'avocate du diable, je trouve que là aussi, on pourrait quelque part utiliser cette tendance biaisée et biaisante de l'IA dans le cadre du musée pour interroger la façon dont l'histoire de l'art et les collections se sont elles-mêmes constituées sur des biais. Et donc là, on peut retourner aussi l'IA contre ces biais. Et encore une fois, dans l'exposition Le Monde selon l'IA, on présente un certain nombre d'œuvres qui utilisent l'IA pour mettre à mal les biais occidentalistes, exotisants, dans la constitution des collections muséales à partir du 19e siècle notamment. Donc voilà, c'est peut-être une des choses qu'on pourrait utiliser pour amener de la réflexivité sur l'institution muséale par le biais de l'IA, si je puis dire. Ça, c'est effectivement, peut-être que je ne l'avais pas souligné suffisamment, mais c'est vrai que c'est ça qui me semble être le plus porteur de sens. C'est effectivement une œuvre. Elle est quasiment à chaque fois regardée différemment à chaque public. D'ailleurs, la plus belle, au début, j'avais dit oui, qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre ? Pour moi, la plus belle définition du chef-d'œuvre, c'est effectivement Marcel Proust qui l'a dit, où effectivement chaque regard, en fin de compte, en vient à imprégner un chef-d'œuvre du regard qu'il a été porté sur elle. Et donc, de fait, on en vient à regarder une œuvre avec toute l'épaisseur de regard qui a été celle-ci. Ne serait-ce que c'est pour ça que maintenant, on n'arrive plus à regarder la Joconde parce que tellement de voiles de regard qui sont dessus. Mais ceci dit, ça c'est vraiment fondamental parce que, évidemment, c'était le fait que l'histoire de l'art a été écrite par un regard masculin, le fait qu'effectivement on ait privilégié telle culture plutôt que telle autre. Tout ça a été orienté. Et donc, de fait, c'est là où l'IA va peut-être permettre, comme, entre guillemets, elle a un avis neutre, je ne suis pas sûr, ça, de pouvoir justement proposer différents types de regards sur une œuvre précise. Alors, mais du coup, peut-être en mot de pour clôture, au fond, c'est pas l'IA, c'est nous, puisque comme pour les musées, c'est la question de qu'est-ce qu'on en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce que vous dites, on se rend compte qu'il y a une réversibilité possible. C'est pas gravé dans le marbre. On peut prendre conscience et on peut changer de trajectoire. Et avec l'IA, c'est aussi ce qui est en train de se passer pour inclure dans les IA des corpus plus diversifiés qui reflètent une pluralité de langues, de cultures, pour sortir de ces problématiques de biais. Et donc c'est ça, et je pense que les musées sont vraiment le lieu pour ça, pour penser comment est-ce qu'on veut des IA qui reflètent une globalité de culture et nourrir les IA avec ces cultures. Est-ce que vous voulez dire, Monsieur Cotentin et Madame Ackermann, un dernier mot pour conclure cette table ronde, rapidement ? Écoutez, on va vous inviter à être intelligent dans l'usage de l'intelligence artificielle. Voilà. Moi, ce qui est très... Enfin, peut-être que je suis très optimiste, surtout c'est pas par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Je fais toujours confiance à l'être humain d'être capable toujours de dépasser les injonctions, en fin de compte, que lui crée la société. Quand la photographie est arrivée, effectivement, beaucoup de peintres ont eu peur d'avoir leur métier remplacé. Là, pareillement, on entend très souvent, effectivement, ne serait-ce que les graphistes qui ont une peur bleue de l'intelligence artificielle, se disant, effectivement, beaucoup de monde va utiliser l'intelligence artificielle pour créer des affiches en un éclair. Enfin bon, je prends que des exemples comme ça. Mais comme on en vient à parler des musées, moi, je fais confiance beaucoup à l'être humain parce qu'en définitive, quand on va dans les musées ou quand on va dans toute autre chose, un concert, un cinéma et ainsi de suite, ce qu'on veut, c'est être ému. Ce qu'on veut être touché. Et à partir de cette émotion, effectivement, être questionné, interrogé, qu'une œuvre puisse nous apporter quelques réponses, justement, à des grandes interrogations, quelquefois qui nous taraudent des décennies durant. Et donc, de fait, très souvent, et d'ailleurs, ça se vérifie depuis des siècles et des siècles, on n'apprécie rien moins que les œuvres qui sont vraiment empreintes d'une très grande singularité, ce que n'est pas l'intelligence artificielle. À débattre. Alors, ça fait débat. Vous parliez tout à l'heure de Refik Anadol.
Alors, justement, très problématique ce garçon. Parce qu'effectivement, d'une œuvre à l'autre, c'est toujours la même chose. Donc, c'est pas du tout singulier. On va faire en sorte de... Je pense qu'on apprécie d'autant plus les choses quand elles nous touchent parce qu'elles sont uniques en soi. Merci encore à tous les trois pour votre participation.